Ok, donc dans les derniers cours, on a vu ce que c'était le buffering, apparemment. Je me rappelle plus, parce que ça fait 10 piges que j'ai pas enregistré un tire-goule. Et du coup, buffering, on se demande si c'est tellement utile le buffering, pourquoi le kernel l'utilise pas. Qu'est-ce que c'est déjà en deux mots le buffering? C'est lire de la donnée en gros morceaux dans une région de la mémoire, de l'espace mémoriel, et on le processe par petite pièce par petite pièce. Ok. Et du coup, en fait, le kernel, il le fait. Il utilise le buffer et on va voir que comment, pourquoi. En fait, tout simplement, quand tu jump, quand tu passes du hors et à l'intérieur et à l'extérieur du kernel, ça prend du temps. Mais transférer des données du disque dur vers la mémoire, ça prend, en comparaison, ça prend énormément plus de temps. Et donc du coup, pour gagner du temps, le kernel, il garde en fait des copies du disque en mémoire, comme on va voir dans cette figure. Et du coup, on va essayer de capter en fait comment ça se passe. Un disque dur, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ça prend du temps à écrire, lire et écrire? Parce que, attends, je vais peut-être essayer de faire comme ça, tac. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans un disque dur, tu as une sorte de roche corée, comme ça s'appelle. Donc une tête lectrice, ok. Et cette tête lectrice là, celle-là, elle va faire des mouvements de haut vers le bas sur le disque dur, très rapidement. Elle va faire comme ça, ok, très vite. Et comment ça se passe? Quand tu as par exemple des informations à lire, admettons que tu as une information ici, une information ici, comme ça, tu vois, on va dire comme ça. Quand tu as des informations à lire ou à écrire, et bah, il va d'abord lire celle-là, ensuite celle, enfin, il va pas faire comme ça, il va descendre, il va faire comme ça, et il va lire en fait dans l'ordre ascendant de l'extérieur du disque vers l'intérieur du disque. Ok. Et du coup, quand, et bah, par exemple, tu vas faire un premier aller, ok, mais que, donc t'avais par exemple plein de données à lire ou à écrire, ok, et que pendant ton aller, par exemple, admettons que là, ta tête, elle se trouve effectivement à cette hauteur, ok, il lui reste ça à lire. Donc les données que tu vas rajouter ici, si par exemple tu dis lis des données ici, eh ben, il va devoir attendre la fin de sa montée, entre guillemets, pour redescendre, ok, redescendre et ensuite relire. Ok. Donc ça prend... Ok, c'est hyper rapide le truc. Il fait vraiment des trucs hyper rapides, des montées, des sortes, descentes hyper rapides. Mais ça reste énormément... ça reste très lent par rapport à un truc instantané presque, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on utilise le buffering pour éviter de se taper cette histoire à chaque fois de se taper... en fait, de gagner ce temps-là qui est en fait physique. Et on va utiliser le buffering, c'est-à-dire qu'on va enregistrer des gros morceaux du disque, de mémoire du disque, et qu'on va les interpréter petit à petit sans attendre cette histoire. Ok, les conséquences du buffering. Donc, on avait vu aussi en Afala ce que c'est que le context switch, qui est un résultat du I/O, quand on a un truc qui fait un input-output. Un disque dur, c'est un truc qui fait des input-output. Donc le contexte switch, c'est quoi? C'est ce que je viens de t'expliquer. Comment ça marche? C'est le processus de garder en fait en mémoire un état, ok, et de pas le traiter tout de suite, le traiter plus tard. Donc en gros, ce que ça va faire, bah, le kernel, il va garder par exemple en état telle configuration et il va la traiter plus tard. Ok, c'est pas hyper clair, mais bon. Et du coup, en quoi ça nous arrange que le kernel utilise les buffers? Donc, on a dit que c'était plus rapide. Pourquoi? Parce que tu évitais cette histoire. Tu as aussi une optimisation de l'écriture du disque. Pourquoi? Parce que quand tu es comme ça, ok, tu es en train de monter et que tu rajoutes des données, ok, tu les as pas encore lues, ok, tu peux euh, comment expliquer? Comment il a expliqué lui, c'est que tu peux en fait optimiser, tu sais exactement ce que tu dois lire et où le lire. Donc tu peux optimiser tes allées, tes montées et tes descentes en fait de ton rush coré en fonction. Ok? Là le disque dur,
il n'est pas intelligent. Il va juste faire des trucs hyper rapidement comme ça pour voir à chaque fois, vérifier s'il y a de la donnée à lire ou à écrire. Alors que si tu sais que tu as de la donnée ici, de la donnée ici, de la donnée ici, de la donnée ici, tu peux optimiser ton Masloul pour justement optimiser tout ça et gagner du temps. Ok, en gros c'était ça l'histoire du disque dur, comment ça marche et pourquoi on utilise le buffer plutôt que le disque dur. À la place, on bufferise, on n'utilise pas à la place, mais on bufferise tout. Et du coup, on va se poser une question maintenant. Comment on va faire pour lire et écrire dans un fichier? Donc on avait on avait fait un covetz who, une commande who, rappelle-toi, qui déterminait qui s'est connecté, quand, etc. avec les informations. Et, on va se rendre compte que en fait, quand tu utilises ta commande, ouais, c'était last, la fonction last, c'était la matala 1, on avait fait slast, rappelle-toi. Et du coup, on avait dû coder en fait un historique des connexions et des connexions euh, au operating system. Et on voit que quand on fait par exemple slast, on a par exemple bah là mardi, dimanche, le 20 mars, dimanche 20 mars, il est parti sans se logout. 20 mars à 14h18, c'est toujours, running, c'est-à-dire c'est la session actuelle. Mais après, par exemple, tu vois, cette session, elle a crash. Cette session, elle a duré 2 minutes, de 13h05 jusqu'à 13h07. Ça veut dire que, tu vois, à un moment, on va se logout, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'une fois qu'on va se logout, et bah, l'information va être modifiée en fonction. On se logout, alors on va transformer ce still running en l'heure à laquelle on s'est logout. Et nous, on va s'intéresser à savoir comment on fait pour écrire et modifier un tel truc. Ok, ça c'était juste pour te dire que slast sur Mac, ça a 7 tronches, ok, et slast sur Linux, ça a 7 tronches, last, pardon, ça a 7 tronches. Et ça, en fait, ce sont des types de machines auxquelles on s'est connecté. TTY, C01, ça varie d'un Mac à l'autre, d'un Linux à l'autre. Voilà, ok, c'est pas hyper important. Et du coup, comment on va faire en fait pour modifier ces informations en fonction de notre déconnexion et de quand est-ce qu'on se déconnecte? Première étape, c'est ouvrir le fichier UTMP. Ok, donc pour ouvrir le fichier UTMP, on fait file descriptor fd est égal à open UTMP file read write. Ok. Et ouais, et ensuite on va essayer de trouver où se trouve la ligne qui nous intéresse. Donc comment on fait pour trouver la ligne? On va faire un while read descriptor rect utpln égale utmpln. Ok, donc ça passe en fait sur toute la reshima UTMP. Tout ça, ce sont des en fait tout ça ce sont des UTMP. C'est une structure UTMP, c'est une structure et ça c'est une reshima de structure UTMP. Chaque ligne en fait c'est un UTMP. Et si on trouve notre ligne, myline, donc si string compare rec.ut underscore line virgule myline égale à 0, donc si on trouve notre line, on veut la modifier. Ok, et on va voir comment on va faire pour modifier notre ligne. On va voir ce que c'est lseek. Il a insisté grave sur lseek parce qu'apparemment il y a tout le temps une question au Mifran sur lseek. Donc on va bien capter comment ça marche. Et ensuite, une fois qu'on a modifié, on close. Ok. Donc, donc là, c'était pour rentrer plus en détail. C'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Pendant le logout, on lit, mais aussi on écrit dans le fichier comment ça marche. Donc c'est plus, voilà, il faut ouvrir, lire, modifier et fermer. Ok, et on va s'intéresser à tout ça. Et on voit que quand on fait last, on a toutes ces informations, alors que quand on fait who, on a que ces informations. Ok. Donc UTMP, c'est ce que je t'expliquais en fait, ça va être une reshima ça va être une reshima de UTMP en fait. UTMP, ça va contenir en fait, c'est une structure qui contient toutes les informations de connexion de tel ou tel utilisateur. Donc on va s'intéresser à lseek, on va comprendre après pourquoi. Donc lseek en fait, ça va être ce qu'on appelle modification de l'emplacement du offset. C'est quoi un offset? Donc là, on voit qu'on a deux buffers, ok, sont en fait deux chaînes de caractères, ok, donc deux strings.
buff 1 qui contient 1, 2, 3, 4, 5 et buff 2 qui contient 6, 7, 8, 9, 0. Et ce qu'on va faire, on va utiliser, donc là on va pas utiliser lseek parce qu'on va voir comment le offset fonctionne sans modification. Et après on va utiliser lseek pour modifier le offset et on va voir ce que c'est. C'est quoi en gros le offset? C'est quand tu fais une modification dans un fichier, ok, où est-ce que se trouve, comment expliquer, tu vas comprendre en deux, je vais t'expliquer comme ça. On est d'accord que là, par exemple, j'ouvre n'importe quoi. Ok, tu vois ce petit truc, et si je fais test 1, 2, 3, ok, tu vois qu'il y a un petit truc qui clignote là, 1, 2, 3 après le 3, ça va être le offset. Si je mets, je clique entre le T et le 1, mon offset, il va être à cet emplacement, ok, donc admettons que T c'est l'emplacement 0, ça va être 1, 2, 3, 4, donc mon offset il va être égal à 4. Et on va s'intéresser en fait au offset dans la structure UTMP pour modifier en fait la ligne qui nous intéresse, sans forcément passer sur toute Arishima à faire une recherche. Ok, donc là on va faire quoi? On va faire fd égale open, on va ouvrir un fichier out.txt. Ça c'est pour dire s'il existe, bah modifie-le, s'il n'existe pas, crée-le. Et on va faire write fd buffer1 de la taille d'un buffer 1 et write fd buffer2 de la taille d'un buffer 2. Donc dans ce fichier out.txt, donc dans ce file descriptor, on va écrire ce qu'il y a dans le buffer 1. Ok, et ensuite on va écrire ce qu'il y a dans le buffer 2. Donc logiquement, quand tu écris le buffer 1 et le buffer 2, à la suite, ton output, ça va être bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pourquoi? Parce que par défaut, après avoir écrit le buffer 1, ton offset, il reste après le 5. Ok, ça clignote comme je viens de te montrer avec test 1, 2, 3. Ça reste ici. Et du coup, quand tu vas faire write buff 2, ça va t'écrire 6, 7, 8, 9, 0 à la suite. Ok, maintenant on va voir lseek. Donc quand tu fais man lseek dans Linux, tu vois que que ça repositionne le offset, ok, et que tu as trois arguments, tu as le file descriptor, tu as le offset et tu as un flag, ok, et tu as trois fonctions trois types de flag en fait, ça va être seek set, seek cur et seek end, ok, et on va voir comment les utiliser. Donc, première étape, on va faire un petit lseek. Donc, entre les deux write, on va juste faire lseek. On lui donne fd, on lui donne 3 et seek 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas écrire, et on voit que notre output, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a basé 4 et 5. Comment ça se fait? En fait, on a écrit 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on a modifié notre offset à l'emplacement 3. Donc l'emplacement 3, c'était 0, 1, 2, 3. Après le 3, en fait. Ok. Et du coup, quand on a écrit le buff 2, et ben ça a écrasé 4 et 5. Donc peut-être qu'offset, ça commence à 1, 1, 2, 3. Et on avait notre offset ici. Ok. Et donc seek 7, ça va juste te dire place le offset à tel emplacement. Ok. Il a dit que si jamais on a des galères, toujours un petit type sur Visual Studio Code. On ne sait pas ce que fait seek7, ok. Donc on appuie sur CTRL, on appuie sur seek7 et on se retrouve avec toute la documentation directement de ce que ça fait, ok. Donc seek7, c'est où? Set file offset to offset, ok. Maintenant on va voir un autre cas, ok, où on va faire -7. Et on va pas faire -7 avec seek7, on va faire dans seek cur. Donc seeker, en fait, c'est l'emplacement où se trouve le offset actuellement. Donc qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, mais qu'on va avoir une erreur. Donc là, il a rentré en fait dans un if son lseek, et il a mis si c'est égal à -1, printf error. Et il nous a donné -7 de seek current. Donc on va refaire étape par étape. On rentre dans le fichier. On écrit ce qu'il y a dans le buffer 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, on l'écrit. Ensuite, on va faire un lseek avec ce fichier, ce file descriptor 1, -7 et seek current. Donc on se trouve nous où? On se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5. Si tu lui donnes -7, tu vas te retrouver avant 1, avant le commencement. Donc ça c'est une erreur. Tu peux pas remettre ton offset avant le commencement. Ok?
Et du coup, tu vas avoir une erreur, ok? Donc il a mis, pour détecter l'erreur, avant, il n'avait pas mis dans un if avec égal moins 1. Donc du coup, ça avait juste donné ce résultat, mais on n'avait pas vu l'erreur. Donc pour voir l'erreur, il faut te le mettre comme ça. Et comme bah, tu peux pas faire -7, donc toi tu trouves seek current, tu te retrouves à 5. Tu fais -7, c'est négatif, tu arrives à -2, c'est pas possible. Donc pour lui, il n'y avait pas une modification du offset, il est toujours à 5, et du coup il écrit bien 6, 7, 8, 9 avec cette ligne. Et du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok, et enfin dans l'autre sens, donc là on était dans on est un moins, en fait on était à l'emplacement 5 et on a fait -7. Donc on se retrouvait à -2, c'était pas possible. On va voir que dans l'autre sens, quand tu fais par exemple 7, donc là en fait il écrit buffer 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, il l'écrit, et ensuite il fait un seeker de +7. Et du coup on va avancer de 7, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement mettre 7 null, histoire. Et ensuite il va écrire la deuxième partie de ton buffer. Et là on n'aura pas d'erreur. Ok, donc ça c'est le fonctionnement de LSeek. On a fait le tour, on a bien capté comment ça marche. Il faut savoir l'utiliser parce qu'il y a toujours, presque toujours, une question en examen de comment marche LSeek. Ok, LSeek, j'ai un call dans 5 minutes, je vais essayer de tracer. Du coup, on a eu la Reshima UTMP, on l'a modifié. Maintenant, on veut remettre le offset où il était avant la modification. C'est pour ça que ça nous intéresse LSeek, c'était parce qu'avant nous, on avait un UTMP. On voulait modifier une entrée et on voulait remettre le offset où il était. Ok, on voulait pas modifier le offset de l'histoire. Et du coup, c'est comme ça que tu fais en fait LSeek FD moins size of struct UTMP. Et par exemple, si tu as ton offset, ta ligne, elle est à la 10e position de la Reshima. Donc ton UTMP, l'UTMP que tu veux modifier, il est à la 10e position de la Reshima. Tu fais un seek 7 que tu vas mettre à 10 fois la taille d'une structure UTMP. Et ça va te le positionner au 11e, au début, à la fin du 10e. Donc au début du 11e UTMP dans le fichier. Et ensuite, voilà, ça c'est tout ce qu'il faut savoir pour modifier le offset. Tu peux, ça c'est des petites techniques. Quand tu fais L-seek end, c'est pour te positionner à la fin. Quand tu fais L-seek 0, seek end, tu poses ton offset à la fin. Et du coup, ça écrit hello à la fin de l'histoire, cette histoire. Ok. Là, on a un code pour ce logout du terminal. Donc, on va essayer de comprendre comment ça se passe avec toutes les informations qu'on a maintenant. Donc, on crée une fonction logout terminal qui reçoit notre ligne qu'on veut modifier en fait. Int.fd, donc on a un int file descriptor, on a une structure rec de type UTMP, on a la taille de cette structure qu'on appelle len et red value -1. Donc red value -1, ça va être, on part de base pessimiste, il dit, donc on dit qu'on va pas réussir donc, à modifier la ligne. Donc on met -1. Si on arrive à modifier la ligne, cette valeur prendra 0. Donc si fd égale open utmp file ord write only read and write égale -1. Donc là on va ouvrir la file, ok. Si c'est égal à -1, si ça marche pas, return -1. Donc à chaque fois là, ce code, c'est space parce qu'à chaque fois il fait des... Dans ces if, il va aussi avoir des instructions. Il va pas simplement vérifier des conditions. Donc dans ce if, on ouvre, on a une instruction pour ouvrir la file. Si on n'arrive pas à ouvrir la file, donc si ça renvoie -1, la fonction open, alors dans ce cas, return -1. Sinon tu continues et tu cherches. Donc tant que... tant que tu n'as pas trouvé la ligne dans ta structure, dans ton histoire, si la structure de reg.utline, virgule line, size of line égale 0, donc en gros, si tu trouves ta ligne, modifier le type de la ligne à dead process. Pourquoi? Parce qu'on est en train de logout, donc on veut plus que ça soit still running, on veut que ça soit dead process. Si tu modifies le temps, du coup, si le temps il est différent de -1 et rec ut.time, ça c'est l'adresse pour récupérer le temps actuel, est différent de -1, donc ça renvoie -1 quand il y a une erreur. Donc si, encore une fois, à chaque fois tu remarques qu'on a un break, donc si un de ces if ne marche pas, ça break. Ok, donc change le temps, change le type, change le temps. Si LSeek de fd moins len, donc là on va revenir en arrière, on va repositionner le offset depuis celui où on était.
Ok, donc on va le backup, on va repositionner le offset où on était, de base. Et if write fd len est égal à n, on update. Ok. Et du coup, si on a réussi tous ces if, on modifie readval à égale 0. Et ensuite, on close la file. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Les erreurs, comment on définit qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est comme erreur. Donc, il y a plusieurs manières. Erno, on peut utiliser ça. Donc, lui, en fait, Erno, c'est juste un truc qui a define plusieurs types d'erreurs. Donc, si tu as EPRM, ça veut dire Operation Not Permitted, et NONT, No Such File Directory, etc. Ok, et du coup, l'idée c'est de. Pourquoi c'est quoi cette histoire? C'est que là, à chaque fois, on renvoyait -1. Quand c'était égal à -1, on return -1. Ou on break. On aimerait bien peut-être avoir plus d'informations sur pourquoi ça n'a pas marché. Si tu n'as pas réussi à accéder au temps, on n'a pas juste envie d'avoir un break et de dire ah, on ne sait pas c'est quoi l'erreur. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces erreurs pour identifier un peu plus ces erreurs. On a aussi Perror. Perror qui est pratique parce que ça te détecte l'erreur et en plus ça t'imprime le texte que tu lui dis. Ok. Est-ce que je l'ai imprimé? Non, je ne l'ai pas imprimé. En gros, ça va t'imprimer par exemple Perror cannot open file. Tu vas voir cannot open file. Par exemple, à la suite Operation not permitted. Ça va te dire le type d'erreur que c'est. Ok. De WooCommand Reports. Donc ça, en fait, c'est les commandes qu'on est censé connaître à ce stade, fin Tirgoul 4. Open, create, read, write, elseek et close. Tout ça, on est censé pouvoir les connaître et bien les capter et bien savoir les utiliser. Ok, et dernière partie du Tirgoul. En fait, il parle de ce que c'est. Jusqu'à présent, on était dans des fichiers. Et là, il va parler des dossiers. Il va te dire, en fait, un dossier, c'est un fichier, en fait, qui contient un header. Ce header, c'est ce qu'on va appeler c'est de la metadata, en fait. Et chaque dossier contient une structure dirent, comme ça, qui contient ces informations. Donc, DINO, on ne sait pas ce que c'est, mais DOF, ça va être le offset. DReclen, ça va être la taille du dossier. Et DName, le nom du dossier. Ok. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on avait que, par exemple, là, on avait des open, create, read. Ok, mais il faut savoir que tu as aussi open, dir, create, dir, read, dir. Je sais pas si c'est create, dir vraiment, mais ouais, il faut savoir que toutes ces fonctions ont leur semblable dans le monde des dossiers. Ok, ça c'est du fichier et on a le pareil dans le monde des dossiers. C'est tout ce qu'il faut savoir et après il nous explique comment écrire un ls et c'est ce qu'on avait vu on avait un petit peu fait ça dans la Matala 2 il me semble avec S3 et on avait modifié, rappelle-toi. Donc voilà pour ce Tirgoul 4.